Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Nous allons aujourd'hui parcourir la carrière de Louis-Antoine de Bougainville, le premier officier de la Marine royale ayant accompli le tour du monde. Dans des temps rythmés par les conflits et les découvertes, ce navigateur aux multiples compétences a su faire briller la couronne de France malgré la farouche concurrence anglaise et espagnole. Né en 1729 à Paris, Louis-Antoine de Bougainville est le fils d'un notaire et échevin de la ville de Paris. Ses connaissances et son éducation, Louis-Antoine de Bougainville va les parfaire au contact de grands esprits, tels que ceux de d'Alembert et de Clairaut. Des hommes dont les pensées vont lui permettre de s'intéresser à tous les types de sujets. Il devient avocat, s'intéresse aux mathématiques et publie un traité du calcul intégral qui lui attira la protection du comte d'Argenson, ministre de la guerre et membre de l'Académie des sciences. Cherchant une voie moins sédentaire, il se tourne vers l'armée. Avec l'appui de la marquise de Pompadour, il est nommé en tant que capitaine des dragons et aide de camp de Montcalm au Canada pendant la guerre de 7 ans. Ils quittèrent Brest à bord de la Licorne. Débarqué à Québec, il participe à la lutte contre les Anglais et s'empare du fort William Henry sur le lac Champlain en 1757. Sa conduite lui attira de vifs éloges de la part de Montcalm, qui le recommanda au ministre en ces termes. « Vous ne pourriez croire les ressources que je trouve en lui. Il est en état de bien rendre ce qu'il voit. Il se présente de bonne grâce, au coup de fusil, article sur lequel il a plus besoin d'être contenu que d'être excité. Ou je serais bien trompé, ou il aura la tête bien militaire, quand l'expérience lui aura fait entrevoir la possibilité de difficultés. En attendant, il n'y a guère de jeune homme qui, n'ayant eu que de la théorie, en sache autant que lui. Toutefois, il semble qu'à la différence de Montcalm, il ait très vite compris la forme de guerre qu'il convenait de mener au Canada. Celle d'adopter les méthodes des Indiens, de s'exposer le moins possible, de fuir des batailles rangées et de harceler sans cesse l'ennemi par des embuscades. En revanche, il paraît avoir partagé les préjugés de Montcalm à l'égard des Canadiens, puisqu'il écrivit, dans un mémoire au ministre Berryer, « Les troupes réglées de terre et de la marine sont parfaitement bien disposées. Elles arroseront de leur sang chaque pas qu'il faudra céder à l'ennemi. Mais quant aux milices et les Indiens, avantageux dans le succès, ils sont incapables de toute autre espèce de guerre. Peu propres à la défensive, ils s'abattent aisément et profondément dans la fortune, n'ont point de courage et de constance. Il n'en demeure pas moins que les victoires françaises n'entamirent guère la puissance militaire ennemie et que les menaces les plus sérieuses continuèrent à peser sur la colonie. Par la suite, il sera chargé d'organiser la capitulation des forces françaises en 1760. Il propose à son gouvernement d'installer des colons acadiens dans l'archipel des Malouines, nommés ainsi par les marins en l'honneur de Saint-Malo, pour compenser la perte de la Nouvelle-France en 1764. Mais la nouvelle colonie n'a pas le temps de se développer. Choiseul, secrétaire d'État de la marine de Louis XV, décide de mettre fin officiellement aux implantations acadiennes et demande à Bougainville d'évacuer vers Montevideo en Uruguay les familles qu'il désire. Il remet les territoires aux Espagnols à la demande de Louis XV en 1765. Le remboursement par cette dernière des frais engagés permet à Bougainville de financer son grand voyage vers le Pacifique. Parti de Brest, avec la frégate La Boudeuse en 1766, il gagne l'Amérique du Sud et le détroit de Magellan. En avril 1768, il atteint Tahiti et le récit de son séjour, le voyage autour du monde, fera beaucoup pour développer le mythe du bon sauvage. De retour à Saint-Malo en mars 1769, Bougainville est le premier capitaine français à avoir fait le tour du monde. Il fut élu en décembre 1771 membre adjoint de l'Académie de Marine et étudia alors la possibilité d'un voyage scientifique dans les régions polaires, mais ce projet n'eut pas de suite. De 1778 à 1782, Bougainville participe à la guerre d'indépendance américaine. Il combattit l'amiral Hood à la Martinique et prit part en participant le 5 septembre 1781 à la bataille de la baie de Chesapeake. Chef d'escadre, il sera accusé par de grâce de s'être retiré trop tôt du combat lors de l'échec des Cinq aux Antilles en 1782. Reçu membre ordinaire de l'Académie de Marine le 2 décembre 1784, Bougainville devint le conseiller du ministre pour les questions scientifiques. Nommé en février 1789 membre de l'Académie des sciences, il reçut en octobre 1790 le commandement de l'escadre de Brest, auquel il renonça rapidement en raison du désordre et de la désorganisation générale. Resté fidèle à Louis XVI, il fit quelques mois de prison sous la Terreur. Napoléon le réhabilitera, il sera élu sénateur en 1799 et élevé à la dignité de comte d'Empire en 1808. Il sera président du conseil de guerre ayant la charge de juger les responsables de la catastrophe de Trafalgar. Il meurt à Paris en 1811. Son corps repose aujourd'hui encore au Panthéon. Il entreprend en 1766 le tour du monde qui le rendra célèbre. Le premier d'un navigateur français, sur ordre du roi Louis XV, pour tenter de confirmer l'existence d'un continent austral.
Il quitte Brest avec la Boudeuse accompagné de botanistes, astronomes et cartographes. Il est rejoint à Rio de Janeiro par le bateau L'Étoile en juin 1767. Un parcours semé d'embûches les attend, et lorsque ses connaissances empiriques en matière de conduite de navire ne suffisent plus, Bougainville sait qu'il peut compter sur la grande expérience de son second, Duclos Guyot. Lors de l'escale au Brésil, le botaniste Philibert Commerson, qui faisait partie de l'expédition, découvrit la fleur qu'il nomma plus tard Bougainvilliers. Lorsqu'ils empruntent le détroit de Magellan, les vents leur sont favorables et les officiers profitent de l'occasion pour aller étudier de près la carrure des habitants de la Terre de Feu, ces Patagons que l'Europe classe parmi les géants. L'accueil bienveillant des grands Patagons n'est rien en comparaison de celui que réservent aux marins les habitants de Tahiti en 1768. L'île du roi George, reconnue par l'anglais Wallis l'année précédente, est vite rebaptisée Nouvelle-Citerre par les Français, qui succombent au charme de ce paradis et de ses occupants. Son voyage lui permet également de confirmer la présence d'un continent australien, alors que les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée trouvent également une place sur les cartes du monde. Il passe par les Samoa, l'île des navigateurs, les Grandes Hébrides, le Vanuatu, l'île Bismarck, la Nouvelle-Bretagne, puis finalement l'île Maurice après avoir traversé l'océan Indien. Il franchit ensuite le cap de Bonne-Espérance, contourne l'Afrique et arrive à Saint-Malo en 1769. Le récit de son voyage, publié sous le titre Voyage autour du monde, connaît un grand succès. Ce livre développe le mythe d'un paradis polynésien, qui suscitera d'ailleurs plusieurs controverses, notamment avec Diderot, accusant Bougainville d'avoir colonisé de force certaines terres, dont celle de Tahiti. Ces accusations sont balayées d'un revers de la main par le principal intéressé, qui assure alors vouloir mettre en avant son aventure, la vie à bord ainsi que les échanges observés entre locaux et marins. La première réussite de cette expérience hors du commun est humaine. Sur les 330 hommes de l'expédition, seuls 7 y ont laissé la vie, à une époque où il n'était pas rare qu'un vaisseau de la Compagnie des Indes, en route pour l'Orient, perde près d'1/5 de son équipage. En revanche, le bilan de l'expédition est mince sur le plan stratégique et scientifique. Pour tirer parti de l'expédition, il faut donc jouer sur le prestige et l'effet de curiosité, et Bougainville s'y emploie avec talent dans son Voyage autour du monde, publié le 15 mai 1771, 2 ans après son retour. Il fut immédiatement traduit en anglais. Avec un véritable don d'écrivain, il transforme son journal de bord en un récit vivant où se mêlent réflexions politiques, exposés des fortunes de mer et tableaux anthropologiques. L'auteur évoque les conditions de vie à bord des bateaux, les échanges commerciaux entre marins et insulaires, il décrit la colonie espagnole de l'actuelle Argentine, les paysages de Patagonie, Tahiti et les possessions hollandaises d'Indonésie. Son témoignage contribue à une meilleure connaissance géographique de l'Océanie et à l'enrichissement des collections naturalistes par la découverte de nouvelles espèces végétales. Bougainville est un passionné de science et de nature. Il est féru de plantes, c'est un capitaine exemplaire, attiré par les idées des esprits des Lumières. Il acheva chargé d'honneur une carrière exceptionnellement remplie qui lui avait donné l'occasion de manifester ses multiples talents. Brillant mathématicien, combattant lucide, navigateur heureux, habile diplomate, excellent observateur des types d'hommes divers que ses missions variées lui firent rencontrer, il peut d'ailleurs à bon droit être considéré comme un des fondateurs de l'ethnographie moderne. Esprit ouvert à toutes les sciences, bon écrivain au style clair et précis, Bougainville incarne un type d'homme issu d'une civilisation raffinée. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de France Glorieuse où nous parlerons d'une offensive française qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. A bientôt sur Résistance Historique.